Salut, c'est Aurel de Côté au micro pour te délivrer des chouettes instants en compagnie des experts qui gravitent autour de l'éco-construction. Artisanes, artisans, chercheuses, chercheurs, architectes, ingénieurs, bref, du beau monde et surtout des passionnés. Tu rénoves un logement et tu as envie de limiter ton impact sur l'environnement? T'es au bon endroit. Que tu sois déjà expert en la matière ou que tu ne connaisses rien du tout à tout ça, il n'y a aucun souci, tu trouveras ta place sur ce podcast. Pour ce premier épisode, on accueille Nicolas Parer. Il est artisan maçon en éco-construction dans le Lot-et-Garonne. Nicolas vient nous parler de sa reconversion dans l'artisanat, de la construction de sa maison bioclimatique. Il nous parle également de terre, de paille, de réglementation et pour terminer, du développement de l'éco-construction depuis qu'il s'est lancé il y a une quinzaine d'années. Je te souhaite une excellente écoute et je te retrouve après l'interview. Salut Nicolas, comment vas-tu ? Salut Aurélien, ça va et toi ? Super, merci beaucoup de m'accueillir encore une fois. Toi, tu t'appelles Nicolas Parer, on se connaît parce que tu as été mon maître de stage lors de ma reconversion en artisanat l'année dernière. Et toi aussi, tu es passé par une reconversion. Tu as fait un parcours déjà dans le commerce. Tu étais assez loin d'ici, d'Agen, de Clérac. Tu étais à Lille. Et tu décides en 2010 de te réorienter. Du coup, tu arrives à Agen en CAP maçon. Et depuis, du coup, tu es artisan maçon en éco-construction. Tu as monté ton entreprise qui s'appelle Choter. Et tu emploies aujourd'hui 2 salariés. Et entre-temps, tu as aussi quand même réalisé cette belle maison bioclimatique dans laquelle on se trouve, en paille ossature-bois, et dans laquelle tu habites du coup toujours depuis maintenant plus de 15 ans du coup. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours, me dire si j'ai dit des bêtises ou pas, mais en tout cas avec tes mots, nous ramener même avant en fait tout ça, à d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu as grandi, etc. Alors moi j'ai grandi dans la région parisienne. Et après le bac, donc effectivement, je suis parti à Lille faire un master de commerce-gestion pendant 5 ans. Et après, j'ai travaillé 2-3 années dans une grosse entreprise dans le déchet, filiale de Veolia et Suez. Et c'est vrai que j'ai décidé de démissionner en fait au bout de ces 2 années. Pour deux raisons. La première, c'était des raisons plus éthiques par rapport à ce qui se passe dans ces multinationales. Voilà, qui m'ont donné envie plutôt d'aller travailler, mettre ma force de travail dans d'autres structures. Et en fait, la deuxième, c'était pour sortir un peu, je vais dire, de l'assistanat dans lequel je trouve on est quand on est jeune cadre dynamique et qu'on sait faire des super tableaux Excel, mais qu'en fait, on ne sait rien faire de nos mains. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'orienter vers les métiers manuels. Et à cette époque, j'ai découvert la construction en botte de paille par un documentaire qui était sur la botte de paille en Allemagne à l'époque. Donc c'était en 2007, ça, 2008. Et donc suite à ce documentaire, je me suis dit, je vais m'intéresser à ça et je vais aller faire des chantiers en éco-construction, donc des chantiers participatifs. Ce que j'ai fait pendant une bonne année, dans le sud-ouest. Du coup, on s'est retrouvé par hasard avec mon ex-compagne dans la région du sud-ouest. Et donc, pendant une année, beaucoup de chantiers participatifs autour de la construction en paille, en terre. Et donc, j'ai touché un peu au bois aussi, à l'ossature-bois, etc. Et donc, j'ai décidé de me former en maçonnerie, puisque ce qui me plaisait, c'était surtout les enduits et tout le rapport à cette matière, surtout avec la terre crue. Et donc, effectivement, je me suis orienté sur un CAP de maçon classique et pas la formation de maçon bâti ancien qui était aussi possible, mais qui était un peu plus loin, qui était assez éloigné d'Agen où j'étais à l'époque. C'était à Auch, formation de CAU de Auch. Donc, j'ai fait le choix d'aller chez les compagnons à Agen pour faire mon CAP plus classique en 9 mois. Et par contre, pendant cette formation de CAP, j'ai pu faire encore des stages chez tous les artisans qui étaient en éco-construction dans le sud-ouest. Donc voilà, c'était aussi intéressant et c'est comme ça que j'ai toujours gardé ce lien avec l'éco-construction et que je me suis spécialisé tout de suite dans toutes les techniques avec les matériaux naturels. Ok, et donc du coup, cet élément déclencheur un peu du passage de la vie d'avant de la vie d'assistanat dont tu parles à cette vie aujourd'hui, ça se fait quand tu as quel âge ? Donc j'ai 26 ans. 26 ans. Ok. Et est-ce que tu étais déjà, du coup, non, pas du tout manuel avant, tu n'avais jamais vraiment été sur des chantiers avant de lancer comme ça un peu dans l'inconnu, quoi ?
Pas du tout, effectivement. Voilà, un peu de bricolage comme ça, mais pas du tout. Non, aucune compétence particulière dans un métier manuel. Ouais. C'est drôle. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi un peu comment ça se passe, le cap entre, tu passes du coup de maçon, on appelle ça traditionnel, mais enfin classique, quoi, avec des matériaux, on va dire non écologiques, à l'éco-construction. Est-ce que toi, tu avais ça en tête dès le début, mais est-ce que c'est difficile, une fois qu'on a un CAP maçon classique, de se lancer, du coup, de faire un pas supplémentaire vers l'éco-construction? Bah, c'était pas très compliqué parce que moi, c'est vrai que c'était vraiment la raison pour moi de passer ce CAP de maçon, c'était de pouvoir faire de la maçonnerie mais avec les matériaux naturels, de rester vraiment dans le domaine de l'éco-construction. C'est pour ça que j'avais fait tous mes stages chez des artisans qui étaient cette démarche-là. Et donc, en fait, quand je me suis lancé, alors j'ai aussi ma maison que j'ai fait en parallèle, mais bon, ça on en On en parlera parle un petit peu. peut-être juste après. Et du coup, quand j'ai lancé l'entreprise, très rapidement, j'ai trouvé des clients qui voulaient faire ce genre de chantier, en tout cas en matériaux naturels. Donc, c'est vrai que ça s'est fait assez naturellement Ok. en suivant, quoi. Est-ce que tu peux nous décrire aussi un peu plus, ouais, un peu plus largement le moment où tu te lances? Du coup, on est en 2010-2011, après Oui. ta formation. Est-ce que toi, tu es dans quel état d'esprit? Tu te dis, bah, c'est sûr, ça va fonctionner parce que justement, tu as ce réseau d'artisans que tu commences à construire, des potentiels peut-être chantiers, des potentiels clients. Comment voient les artisans avec lesquels tu as travaillé sur ce sujet-là? Comment ils voient le fait que tu te lances, tes proches, comment ils le vivent, etc. Comment ça se passe? Mm. Alors, sur les proches, c'était pas évident au début, sur la décision d'aller faire de la maçonnerie quand on a un bac+5 et qu'on fait du commerce. Et voilà, mais après, ce qui m'a surtout lancé, c'était le fait de faire ma maison. C'est-à-dire que j'ai passé mon CAP de maçon, et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir ce projet de maison à construire. Et là où j'ai pu, du coup, on va dire, d'un côté, c'était d'achever ma formation en faisant ma propre maison, ce qui est effectivement très formateur. Donc, voilà, des fondations aux finitions, on a quasiment tout fait avec mon ex-compagne, et on a pris juste un charpentier pendant 15 jours et un terrassier pour faire le terrassement pendant 2 jours. Donc c'est vrai que ça, c'était effectivement une très bonne école aussi de faire sa maison avant de se lancer quand même en entreprise. C'est clair. Oui, c'est Ouais. le meilleur cas d'étude sûrement que tu as pu avoir en formation. C'est sûr. Du coup, on va peut-être parler de ta maison tout de suite avant de revenir sur ton entreprise. Parce que ta maison, donc c'est une maison bioclimatique, tu vas déjà nous expliquer ce que ça veut dire, bioclimatique. Mais au-delà de ça, tu as un retour d'expérience, du coup, ça fait 15 ans que tu y habites, sur comment ça se passe dans une maison en paille, dans une maison bioclimatique, etc. Donc, on va pouvoir parler de tout ça. Est-ce que tu peux nous rappeler déjà la définition de ce que ça veut dire bioclimatique avant de se lancer? Voilà. Une maison bioclimatique, c'est une maison qui va être conçue en fonction du climat, notamment, et surtout du chauffage solaire qu'on peut obtenir en fait en concevant sa maison de manière de manière bioclimatique. Donc en fait, nous, c'est vrai qu'on a fait le choix. Alors le classique, c'est d'avoir des vitrages côté sud, d'avoir des pièces tampons côté nord. Et donc nous, on a fait le choix d'une forme un peu particulière, parce qu'on a un semi-octogone au sud, qui permet d'avoir en fait les façades vitrées qui sont vraiment, qui prennent beaucoup mieux les rayons du soleil. Et donc c'est vrai que ça, au niveau chauffage solaire passif, c'est assez efficace. Et en même temps, ça fait une forme un peu arrondie qui est plutôt agréable à vivre. Et c'est vrai que toutes les personnes sont plutôt assez sensibles à ces formes un peu arrondies. Donc voilà, sur la conception bioclimatique. Okay. Et donc ça marche vraiment, toi tu le ressens par rapport à des exemples que tu peux avoir à droite à gauche des proches sur le chauffage justement, le chauffage solaire que toi ça t'apporte, ce vitrage-là plein sud, où vraiment tu arrives à réduire une consommation par rapport à... Oui, complètement. On est en termes de consommation, moi je suis entre 2 et 3 stères de bois, avec un petit poêle à bois donc qui fait 5 kW, qui chauffe les 125 mètres carrés de la maison. Oui, c'est important de se dire que voilà, il y a quand même 125 mètres carrés, c'est une maison à étage. Voilà, tout à fait.
Et en fait, ce qui est assez incroyable, qu'on a pu tester dans des conditions un peu extrêmes quand c'était en 2011, il y a eu 2 semaines avec de la neige vraiment qui a tenu, c'est assez rare en Lot-et-Garonne. Juste après la construction de la maison. en plus. Juste après la construction de la maison. Donc il a fait très froid, et c'était des températures négatives. Et la journée, par contre, il y avait grand soleil. Et la journée, on ne chauffait pas et on arrivait à avoir les 19-20 degrés alors qu'il faisait même pas 0 dehors. Et voilà, après quand le soleil tombait, on réchauffait le soir. Bien sûr. Mais c'est vrai que bon, ça c'était assez incroyable comme Oui. test. Voilà, et voilà, ça Tu a vois. montré que oui, effectivement, ça marche bien. Est-ce que, au-delà du bioclimatisme, tu peux un peu nous décrire, disons, du sol au plafond, le système constructif un petit peu, les fondations, la structure, l'isolation, etc. Mm. Alors les fondations, elles ont été assez classiques parce qu'on était sur un terrain qui était un peu en pente. Donc on a dû faire des fondations en escalier. Donc on est resté sur le béton armé classique pour les fondations. Après la dalle, donc là c'est une dalle en béton de chaux sur hérisson. Ensuite, au niveau des sols, pour finir, donc on a de la terre cuite. Donc la terre cuite, c'est des carreaux de terre cuite qui viennent de Gironde. Gironde sur Drôme, donc à une 50aine de kilomètres d'ici. Et le parquet, c'est du châtaignier qui vient Dordogne. Donc voilà, assez local aussi. Ensuite, on a monté donc, des murs en ossature bois. Donc ça, c'était du Douglas qui venait d'Auvergne. Alors un peu plus loin parce qu'on a un gros poteau central là qu'on voit qui fait 50 par 50, puisque donc la charpente était un peu atypique et il a fallu ce gros poteau au milieu qu'on a trouvé dans cette scierie en Auvergne. Donc toute une structure Douglas et un remplissage donc en terre-paille banchée pour les murs de 30 cm d'épaisseur. Donc ça, c'était la terre locale. Alors, pas la terre du terrassement, parce qu'on est sur les coteaux calcaires ici. Donc, il y avait énormément de cailloux dans la terre. C'était pas vraiment utilisable en l'état. Donc, on l'a pris à une voisine qui est juste en dessous, là, à moins de 3 km. Ok. Voilà, qui nous a fourni une terre argilo-limoneuse parfaite pour le terre-paille. Okay. Et la paille vient en grande partie du voisin qui est paysan à moins de 3 km aussi. Donc, c'est vrai que ça, c'était chouette de pouvoir se fournir comme ça, vraiment en local. Et voilà, c'est ce qui est vraiment intéressant dans ces techniques-là. Oui, c'est clair. On en reparlera un petit peu après d'ailleurs du terre-paille, enfin du terre allégé de manière générale. Mais pour revenir sur ta maison, sur la durée du chantier, et est-ce que, donc tu as dit que tu as fait appel quand même à un terrassier, à un charpentier. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a eu d'autres artisans pros? Est-ce que aussi tu as des ordres de grandeur, de coûts au mètre carré, de combien t'as coûté la maison, etc. Alors la maison nous a coûté exactement 60 000 euros, donc il y a 15 ans, pour 125 mètres carrés, donc un peu moins de 500 euros le mètre carré, en fait, qui correspond quasiment exclusivement que à des matériaux, puisqu'on a dû payer peut-être 3-4 000 euros d'artisans entre le charpentier, le terrassier, le menuisier aussi, qui nous a fait des petits seuils de bœuf ici, là, voilà, ça a été fait par un menuisier. Voilà, mais on est à moins de 5 000 euros d'artisans et après essentiellement des matériaux. Mais voilà, un peu pour l'ordre de grandeur. Okay. Donc le reste, c'est quand même beaucoup vous. Ça s'est fait avec des copains en participatif, ou le plus possible, ça a été tous les deux Oui, c'est pas mal tous les deux. Alors après, beaucoup d'aide au début, la famille, les amis qui sont venus pour les fondations, pour la dalle, etc. On a eu quand même pas mal de coups de main. Et après, surtout, on a fait un chantier participatif pour le terre-paille qui a duré 2 mois. On a eu 2 bénévoles en continu. Chaque semaine, il y avait une nouvelle équipe qui arrivait. Et on a pris 2 bénévoles sur 2 mois pour faire tout le terre-paille. Donc, il y avait 125 mètres carrés de murs aussi voilà, à faire. Et donc ça, c'était effectivement un chantier participatif. Ouais. C'était une très belle expérience d'ailleurs. Ok. Et donc 2 mois sur le terre-paille. Est-ce qu'au total aussi, sur la durée totale du chantier, est-ce que tu te rappelles combien de temps c'était? Alors durée totale, c'était très long, puisqu'on a mis, que je dis pas de bêtises, mais on a dû mettre 2 ans avant de rentrer dedans. Ok. Sauf qu'elle était loin d'être Et terminée. après, c'est pas fini. C'était loin d'être fini. On n'avait pas posé les sols dans la pièce de vie. Il n'y avait pas les enduits de finition. Okay. Il y avait énormément de finition à terminer. Donc après, voilà, moi j'étais dans l'entreprise. On était dessus vraiment à temps Oui, plus que partiel. Enfin voilà, on avançait petit à petit, les week-ends, les vacances.
Ok. Donc après, bon, ça s'étale sur... c'est même pas encore vraiment fini, mais... Toujours des trucs à faire dans une maison. Mais voilà, alors après, c'est vrai qu'il y a la particularité de la maison, le semi-octogone au sud implique un temps de travail qui était bien supérieur à si on avait fait un rectangle plus basique. Donc ça, c'est vrai que c'était, voilà, ça a été un surcoût en termes de temps. Sur quoi? Sur le montage de l'ossature ou sur le remplissage de terre? Tout Sur tout. des fondations à la toiture, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'angle de l'octogone, qui n'est pas le même que l'angle évidemment du rectangle au fond, et surtout le raccord entre le rectangle et le demi-octogone, pareil, ça nous fait encore un angle différent. Et donc ça amène de la complexité à chaque étape en fait, où il faut, voilà, on n'est pas sur sur 4 angles droits ou sur que des angles d'octogone, ce qui serait aussi plus simple, le fait d'avoir une structure mixte entre l'octogone et les rectangles. Voilà, c'était intéressant, on regrette pas, mais c'est vrai que ça a été clairement plus long de faire une forme plus simple, quoi. Et justement, après ces 10-15 ans du coup, à vivre dans cette maison, toi, les avantages et aussi les inconvénients ou les choses que tu referais différemment si c'était à refaire ce genre de maison, quels sont ces avantages et inconvénients? Bah, après, au niveau des avantages, c'est vrai que en termes de consommation d'énergie, on est, sur des consommations qui sont vraiment très, très réduites, donc ça fait partie des gros avantages. Et puis après, juste, voilà, on s'y sent vraiment bien, quoi. Et je vois que en fait, tous les gens que je peux rencontrer depuis 15 ans et qui viennent découvrir ma maison, qui soient du bâtiment ou pas du bâtiment d'ailleurs, ont toujours vraiment un bon ressenti. Donc ça fait toujours plaisir de voir que les gens se sentent bien voilà, avec ces murs en terre, avec cette forme aussi qui est assez atypique. Donc ça c'est chouette. Après, sur les inconvénients ou trucs à refaire, il y a des enduits terre qui ont assez mal vieilli dans les zones de passage. Voilà, c'est vrai que ça, c'est des choses que maintenant que je conseille souvent à mes clients dans les parties type la cuisine, les pièces de vie qui sont fortement sollicitées, plutôt faire des frises à la chaux ou voilà, stabiliser la terre, faire attention. Voilà, c'est peut-être ça l'idée que je verrais en termes de... Ça va finalement, c'est pas énorme. Je pensais que tu allais me faire une liste longue comme le bras, peut-être des choses à refaire, mais en fait non, il y a très peu. Non, franchement, je peux refaire, ça va. Non, je suis plutôt content. Avant de revenir sur ton entreprise aussi, on va parler un peu de paille. Tu as un projet de construction, d'autoconstruction d'atelier en paille autoporteuse. Toi, c'est un matériau que tu connais quand même assez bien. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, peut-être avant de parler de ton projet, des caractéristiques de la paille, pourquoi c'est intéressant, pourquoi tu le conseilles, pourquoi tu construis en paille ou tu isoles en paille? La paille, c'est vrai qu'elle est très intéressante. Déjà, c'est comme ça que je suis arrivé dans le domaine du bâtiment il y a une quinzaine d'années. Et parce que c'est un matériau qui est local, qui est disponible de manière abondante et qui a un pouvoir isolant en fait qui est vraiment très intéressant. Et un bilan, en termes de bilan carbone et d'énergie grise, on est vraiment très très bon, hein, puisqu'on est sur un produit local qui ne demande pas beaucoup d'énergie, très peu d'énergie à être produit. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment le gros avantage de la paille. Ça va en plus très bien se marier avec de la terre crue, des enduits en terre dessus. Donc c'est vrai que ça en fait un matériau qui est pour moi en termes d'éco-construction, et quand on veut faire quelque chose de performant et avec un bilan environnemental qui est correct, c'est vrai que c'est vraiment un matériau qui est très intéressant à ces deux niveaux-là, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas justement par contre des craintes ou des freins sociaux, des écueils à l'utilisation de la paille? C'est vrai qu'on entend souvent, ça brûle, même pour mettre des réseaux électriques dedans, comment ça se passe, les rongeurs, l'humidité, le fait que ça ne tienne pas dans le temps, des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses que tu entends souvent, de moins en moins ou pas? Et qu'est-ce que tu réponds à ces choses-là? Alors ça, effectivement, on l'entend souvent, c'est le syndrome des trois petits cochons, quoi. Voilà, c'est le grand méchant loup va souffler, la maison va s'envoler. Voilà, non, ça c'est sûr qu'il y a des craintes, il y a des freins psychologiques, quoi, qui sont assez importants. Et après voilà, il y a la crainte aussi par rapport au feu. Mais aujourd'hui, on a des retours d'expérience et des tests qui ont été faits qui montrent vraiment la résistance en fait d'un mur paille avec l'enduit terre par rapport au feu. Les résultats sont très satisfaisants. Donc voilà, ce retour d'expérience fait que on peut quand même rassurer les gens en disant mais non, en fait le mur en paille brûle difficilement. Voilà,
ça a été prouvé, ça a été expérimenté. Après, en termes de durabilité, c'est pareil, on montre... alors, c'est vrai qu'en construction paille, il y a des constructions qui ont juste une centaine d'années, mais après, avec des techniques qui utilisent la terre, la paille, comme le torchis, il y a des constructions qui sont là depuis des siècles, vraiment. Donc, en fait, c'est des matériaux qui sont extrêmement durables quand ils sont bien mis en œuvre. Et en fait, ce que ça craint le plus, effectivement, ce serait plutôt l'humidité, hein, et l'eau. Donc ça, c'est vraiment la précaution à prendre pendant le chantier et pendant la durée de vie du bâtiment. Bon, c'est surtout l'étanchéité de la toiture. Il ne faut pas que l'eau rentre au cœur du mur. Voilà, ça ne craint pas du tout l'eau en façade, etc. Ça ruisselle, ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai qu'on va être très vigilant sur l'eau, effectivement, qui pourrait rentrer sur la partie haute du mur, dans le cœur du mur. Voilà, ça, c'est la seule chose que ça va vraiment craindre. Mais a priori, avec une bonne toiture, il n'y a pas de problème. Et des bonnes bottes, puisque c'est aussi le dicton de la construction paille, les bonnes bottes, le bon chapeau. Donc les bonnes bottes, effectivement, c'est juste de rehausser comme en construction bois. En ossature bois, on rehausse toujours de 20 cm minimum. Voilà, en construction paille, c'est un peu plus, 25. Mais voilà, ça permet d'éviter toutes les remontées capillaires, les problèmes de remontée par le sol, quoi. Oui, après, voilà, ça reste... l'humidité, de toute façon, sur un peu n'importe quel matériau n'est pas forcément bonne, mais en tout cas, la paille reste sensible, effectivement. Toi, tu vas du coup construire un petit hangar, je ne sais pas si on peut dire hangar. Mais Un atelier. Un atelier pour l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet ? Alors, c'est un projet qu'on voulait faire en paille porteuse au départ et qui est en train d'évoluer vers de la paille autoporteuse. Est-ce que tu peux rappeler la différence entre les deux, du coup ? Voilà, donc la différence, c'est que la paille porteuse, en fait, c'est vraiment la paille qui va être la structure porteuse de la charpente. Alors l'inconvénient de cette technique-là, c'est qu'a priori, on part plutôt sur des charpentes en type fermette. Donc là, on va perdre un peu l'espace possible aménageable en dessous de la toiture. Et donc dans la paille autoporteuse, on a une structure bois, donc généralement c'est un poteau-poutre. Donc c'est la structure bois qui va porter la charpente. Et la paille, on fait ce qu'on appelle un mur rideau, une enveloppe extérieure, hein, autour, qui va être bâtie comme la paille porteuse, donc avec croisée. Il n'y a pas d'ossature bois dedans. Et voilà, cette technique-là permet de garder tout l'espace sous toiture disponible pour du stockage, en l'occurrence. Pour un atelier, ça sera certainement plus pratique. Donc on s'oriente sur cette technique-là. Ok, toi c'est la première fois que tu fais ce genre de technique ou est-ce que tu l'as déjà fait C'est la première fois qu'on va faire en paille autoporteuse. On a fait beaucoup de maisons en ossature bois, remplissage en botte de paille. Ok. Et c'est vrai que c'est intéressant, mais bon, il y a quand même pas mal d'inconvénients sur cette technique-là. Et donc on voulait partir tester autre chose. Donc voilà, on va tester. Le test. C'est le test. Et du coup, c'est quoi l'avantage, enfin, au-delà du fait que c'est différent, donc j'imagine qu'il y a des contraintes un petit peu différentes selon que ce soit en remplissage ou si c'est en autoporteuse, du coup, comme tu disais, une espèce de ceinture extérieure. Moi, le truc auquel je pense tout de suite, c'est du coup meilleure isolation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de pont thermique au niveau des poteaux-poutres. Est-ce que c'est vrai ou pas forcément ? Est-ce que il y a des écueils? Alors, c'est pas l'argument majeur. Disons qu'en termes d'isolation, effectivement, il y a un peu moins de pont thermique avec les petits montants d'ossature bois qui sont partout, mais bon, une maison ossature bois isolant en paille, c'est très performant thermiquement. Non, c'est juste que moi, le gros avantage que je vois, c'est qu'on va beaucoup moins utiliser en fait, sur une maison ossature bois, on a tout un tas de petits caissons qu'on est obligé de remplir en fibre de bois, en liège, etc., de faire des petits raccords. Au niveau des enduits, c'est plus compliqué parce qu'il y a ces petits morceaux qui sont en fibre de bois, il y a les montants de bois à gérer, etc. Alors que là, c'est vrai qu'on aura vraiment l'enveloppe tout en paille, que en paille, donc c'est plus simple pour les enduits. Ça consomme beaucoup moins de matériaux industriels, même si c'est de la fibre de bois et du liège. Mais voilà, c'est le gros avantage que je vois, c'est qu'on peut plus vraiment faire tout le mur que en paille et en terre et en bois là pour la technique autoporteuse avec le poteau-poutre en bois. Mais voilà, c'est vrai que ça c'est le gros avantage que je vois. Et donc, il y a quand même une mise en œuvre qui, pour moi, qui est plus simple aussi. Donc, je pense que c'est ça aussi le test, c'est de voir que économiquement, voilà, on pense avec les collègues charpentiers qu'on peut être
moins cher sur ce genre de technique-là que sur une ossature bois classique avec le remplissage. Ok. Donc le but, c'est aussi d'arriver à des techniques qui sont moins coûteuses pour pouvoir Pour le client développer, quoi. et pour le développer, ouais, carrément. Toi, ce que tu proposes comme type de chantier, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu? Donc évidemment, des chantiers paille, donc ça, t'en as déjà fait, pas encore en autoporteuse, mais ça ne saurait tarder. Mais Il y a un sinon, au-delà de projet. ça, les techniques, les matériaux, les types les formats de chantier. Par format, j'entends dans la petite vidéo qu'on a fait ensemble, on voit un chantier où tu es en accompagnement avec le client. Donc voilà ce genre aussi de spécificité que toi tu peux avoir et que tu proposes dans ton entreprise. Alors nous, on fait en fait des fondations aux finitions, parce qu'on peut faire, alors c'est assez rare, mais ça nous arrive de faire des fondations. Alors ça peut être des fondations classiques en béton armé, mais on a fait aussi des fondations en béton romain, ou en béton de chaux fibré aussi. Béton romain, tu peux expliquer peut-être pour ceux qui... Alors le béton romain, c'est les fondations qui datent de l'Antiquité, en fait, qui sont des fondations en pierre, avec un mortier de chaux qui est coulé en fait, pour assembler c'est comme un mur en pierre, mais enterré en fait. Voilà, donc c'est vraiment les fondations traditionnelles pour le coup, et qui ont fait leur preuve puisqu'on a toutes les cathédrales et châteaux qui reposent dessus. Voilà. Alors par contre, l'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus de main-d'œuvre, donc pour le client, c'est effectivement un coût supplémentaire. Voilà, donc c'est aujourd'hui un des freins principaux. Voilà. Après, on fait évidemment tout ce qui est dallage, donc dallage en béton de chaux ou en béton de terre avec pose de revêtement dessus. Donc moi, je propose des revêtements qui soient naturels et perspirants, donc ça va être la terre cuite ou la pierre. Voilà. Posé sur chape de chaux traditionnelle, pas de colle à carrelage. Pas de produits... Voilà, on évite. Et ensuite, tout ce qui est mur, donc effectivement mur en paille, en construction neuve. Donc nous, ce qu'on propose, c'est avec les charpentiers, c'est des structures ossature bois et remplissage paille, ou du coup, à venir à la structure poteau-poutre et paille autoporteuse. Ensuite, en rénovation, on fait du doublage par l'intérieur ou par l'extérieur en béton isolant soit de terre allégée, donc terre chanvre ou terre paille, ou en béton isolant de chaux chanvre. Voilà qu'on fait aussi. Donc voilà, c'est ces deux techniques-là majoritairement. Et après, on a quelques chantiers d'ITE d'isolation donc par extérieur en fibre de bois, avec des panneaux de fibre de bois à enduire. Okay. Voilà, qui est intéressant dans certains cas, mais voilà, qui va être. On va plutôt privilégier les solutions en béton isolant de chaux chanvre ou de terre paille plutôt que la fibre de bois. Et là-dessus, du coup, est-ce que tu fais encore toi du participatif? C'est quand même ce qui t'a un peu aussi mis dans tout ça. Est-ce que tu en fais encore, beaucoup moins? Pourquoi? Et du coup, ces chantiers d'accompagnement, est-ce que tu peux décrire un petit peu? Parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas forcément et qui peut être vachement intéressant. Ouais, complètement. J'en ai régulièrement tous les ans. J'ai toujours des chantiers que je fais avec le client. En fait, moi, je propose toujours cette option-là, en fait, quand je fais le devis et que je vois que le client est potentiellement prêt quand même à participer à son chantier. C'est sûr qu'il y a des clients qui ne vont pas du tout être prêts à rentrer dans ce genre de démarche. Mais c'est vrai que je le propose et ça permet, effectivement, le premier argument, c'est de baisser les coûts, évidemment, puisque le client va apporter sa force de travail. Et ça permet aussi au client de s'investir dans son chantier d'une autre manière et de se rendre compte en fait de ce que c'est que ce boulot et que voilà, c'est intéressant à ce niveau-là. Donc, et c'est aussi évidemment des belles expériences humaines parce que ça permet d'apprendre à connaître le client et d'avoir un contact humain qui est autre chose que signer le devis et encaisser les factures, quoi. Ah, c'est super. Et est-ce que toi, dans ton métier, justement, qu'est-ce que tu vas préférer? Est-ce que c'est le côté relation humaine avec les clients ou est-ce que ça va être les matériaux, certaines techniques? Je ne sais pas si tu as plus d'amour pour la paille que pour la terre ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des choses que tu préfères? Alors, oui, ce que je préfère en mise en œuvre, ça va pas être la paille, c'est vraiment dès qu'on est à la matière, c'est vraiment la terre en fait. En fait, le plus agréable, c'est vraiment la terre. La mise en place de la paille, c'est assez poussiéreux, c'est la matière sèche, etc. Et ça, dès qu'on vient mettre la terre dessus, c'est beaucoup plus agréable. Il y a vraiment ce rapport avec la matière qui moi me plaît beaucoup.
Et après, bah, évidemment, dès qu'on a la chance d'avoir le client qui participe au chantier, et quand voilà, c'est des personnes qui sont dans une belle énergie, etc., bah, évidemment, ça met tout de suite une autre ambiance sur le chantier. Et ça, c'est aussi important et aussi très agréable quoi, de pouvoir avoir des échanges comme ça sur un chantier, quoi. On a pas mal du coup parlé de la paille, mais c'est vrai que là, ça permet de faire le lien avec la terre. Toi, tu t'es formé notamment avec Alain Marcom, si je dis pas de bêtises. J'ai fait un stage avec Alain Marcom, tout à fait, ouais, pendant Alors, mon CAP. Alain Marcom, c'est un grand nom, un des pionniers dans l'éco-construction, notamment dans le terre-paille. Et tu as du coup en partie contribué à ses côtés, ou peut-être pas, en tout cas à la rédaction des guides des bonnes pratiques sur la terre allégée, enfin le terre allégé. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de ce que c'est les guides de bonnes pratiques et ensuite nous expliquer un peu voilà, le contexte dans lequel ça s'est fait, la rédaction de ces guides et comment toi tu as pu t'impliquer dans ce travail aux côtés d'Alain et d'autres artisans, artisanes. Alors, les guides de bonnes pratiques sur la terre crue, c'est un document normatif. En fait, ça a été fait puisqu'il n'y avait pas de règles professionnelles sur les différentes techniques de construction en terre crue. Donc, il y a ce projet-là qui s'est mis en route il y a une dizaine d'années. Et le but, c'était vraiment de mettre un cadre pour assurer que ce soit les artisans, les entreprises qui voulaient s'y mettre, les assureurs, évidemment aussi, pour pouvoir avoir les assurances, les garanties décennales sur ces ouvrages-là. Et donc, moi, j'y ai participé, alors, de manière un peu éphémère, parce que j'ai fait une réunion avec eux. Après, voilà, c'était assez loin, c'était à Limoux. Mais voilà, c'était très chouette. J'ai quand même mis la main à la pâte dans ce grand projet. Et effectivement, aujourd'hui, ils sont disponibles. On peut les télécharger gratuitement. Il y a 6 guides de bonne pratique. Donc, il y en a effectivement un sur la terre allégée. Il y en a un sur le torchis, un sur les enduits terre, et un sur le pisé, un sur la bauge, et la BTC, voilà, la brique de terre crue et les adobes. Est-ce que toi, c'est des documents auxquels tu fais toujours, ou sur lesquels tu t'appuies toujours? Quel est ton rapport un petit peu en fait à ces guides de bonne pratique aujourd'hui, en tout cas dans la façon dont tu exerces ton métier? Alors, disons que sur les techniques que je maîtrise, que je fais depuis plus de 10 ans maintenant, comme le terre-paille, etc., là, disons que j'ai l'expérience nécessaire qui me demande pas de devoir revenir sur ce genre de guide. Mais par contre, c'est vrai que quand j'ai fait, par exemple, des chantiers en pisé, où là, j'avais pas beaucoup d'expérience, là, évidemment, c'est très intéressant de pouvoir se plonger dedans et d'aller prendre plein d'infos qui sont très utiles. Donc voilà, après, c'est vrai que ça dépend des chantiers qu'on a et est-ce qu'on a de l'expérience sur ce genre de technique-là qu'on veut mettre en œuvre, quoi. Et toi, du coup, celui sur lequel tu as contribué, c'est le guide de bonne pratique du terre allégé. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce que ça veut dire derrière, qu'est-ce qui se cache en fait derrière ce thème terre allégée? Qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que c'est une famille de techniques? Est-ce que c'est une mise en œuvre particulière? De quoi on parle? En fait, on parle tout simplement d'un matériau isolant. Donc, une terre allégée, en fait, ça va être un matériau qui va être isolant. Donc, comme le béton isolant de chaux-chanvre. Et en fait, la terre allégée, ça va regrouper, donc il y aura le terre-chanvre, qui est un peu l'équivalent du chaux-chanvre, qui peut être mis en place de manière manuelle ou projeté mécaniquement. Il y aura le terre-paille, qui est un peu l'ancêtre, qui existe depuis plus longtemps et qui est très efficace aussi, avec laquelle j'ai fait ma maison. Et là, par contre, qui ne se met pas en place mécaniquement, avec les machines. C'est une mise en place qui est que manuelle. Donc voilà, terre allégée. Alors après, on peut mettre il y a plein d'autres sortes de fibres qu'on peut mettre. On peut faire la terre avec des copeaux de bois, on peut utiliser n'importe quelle fibre isolante pour le mettre avec la terre. Et voilà, et faire un matériau isolant qui soit fait avec des ressources très, très locales, quoi. Est-ce que tu peux décrire un peu plus, même profondément, ce terme, pourquoi on appelle ça allégé et quel rôle en fait va avoir la terre, quel rôle va avoir la fibre et comment du coup comment la magie s'opère derrière cette isolation? Alors oui, pourquoi terre allégée? Parce que c'est vrai qu'à la base, la terre, c'est assez lourd. Donc toutes les techniques à base de terre, c'est toujours assez lourd. Là, dans la terre allégée, on va utiliser une barbotine
d'argile, hein, donc ça va être vraiment de la terre à l'état très liquide, hein, une pâte à crêpes, quoi. Et elle va servir en fait de liant, elle va servir à enrober toutes les fibres pour faire ce matériau isolant. Et donc la fibre, elle a vraiment le rôle, d'emprisonner l'air, le rôle d'isolant. Et la terre, elle va apporter le liant pour cette fibre et également un peu d'inertie. Ce qui va être intéressant justement, c'est le gros avantage du terre-paille en fait, c'est que ça va être isolant l'hiver, mais aussi l'été, parce qu'on va avoir quand même une masse conséquente, hein, et donc un déphasage l'été. Voilà, une isolation aussi d'été, pas que d'hiver. Et ça, c'est la terre qui l'apporte avec sa masse quand même, même s'il y a énormément de volume, c'est énormément de fibres. Mais le peu de terre qu'il y a dedans va apporter de la masse et va permettre d'avoir un bon confort d'été aussi. On va parler aussi de la façon dont la filière terre évolue. Toi, tu as commencé en 2010 du coup. Les guides des bonnes pratiques, si je ne dis pas de bêtises, ça a commencé autour de 2015. Oui, c'est ça. C'est réédité au fur et à mesure qu'il y a des améliorations ou des mises à jour plutôt que des améliorations, peut-être que le terme est plus juste. Aujourd'hui, du coup, on est en 2025. Toi, comment tu perçois l'évolution de cette filière? Alors, peut-être pas que autour de la terre crue, mais plutôt de manière générale l'éco-construction au sens large, depuis maintenant, du coup, une quinzaine d'années. Est-ce qu'il y a vraiment une différence notable entre le début et aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des points de vigilance ou des façons dont la filière évoluait que tu regrettes, ou en tout cas des écueils qu'il peut y avoir? Et dans quel sens, toi, tu penses que ça va continuer d'évoluer par le futur? Alors c'est vrai que ça reste aujourd'hui quand même toujours un marché de niche un peu, hein, je vois pour les artisans, les entreprises qui font ça. Nous, dans le Lot-et-Garonne, on n'est pas nombreux. Alors c'est vrai que moi, on m'appelle un peu de plus en plus loin à chaque fois. Bon, moi, je refuse les chantiers parce que je travaille dans un rayon de 30 à 40 km. Donc je ne vais pas aller sur des chantiers qui sont trop éloignés. Je vois qu'il y a quand même de plus en plus de demandes, ça c'est clair. Mais que ça reste quand même assez marginal, c'est-à-dire que voilà, ça reste une petite proportion de toutes les rénovations, de toutes les constructions neuves qui sont faites, hein, qui vont être faites avec ce genre de technique. Voilà, alors après il y a une tendance clairement qui se développe dans l'éco-construction et la terre crue, c'est la mécanisation quand même avec les machines qui permettent effectivement un gain de temps et donc un coût moindre. Voilà, donc ça c'est aussi des questions que moi je me pose, que je ne suis pas encore mécanisé avec ces machines-là, mais voilà, bon, il y a des avantages évidemment, il y a aussi des inconvénients. Donc en tout cas c'est quand même, on voit que c'est une évolution du métier aujourd'hui, c'est quand même d'aller vers la mécanisation, quoi. Toi, tu ne l'es pas mécanisé. Est-ce que c'est des questions de pratique, d'habitude, de volonté de rester sur de l'artisanat pur? Ou est-ce que vraiment ouais, tu te dis non, potentiellement il faut que je mécanise dans les années à venir? Comment tu vois le sujet de la mécanisation? Mais alors c'est vrai qu'il y a, pour les gros chantiers, alors c'est ça, en fait la mécanisation elle va vraiment être intéressante dès qu'on fait par exemple plus de 100 mètres carrés de béton isolant, que ce soit terre-chanvre, chaud-chanvre, etc. Donc c'est vrai qu'après, dès qu'on est sur des chantiers un peu conséquents, donc est-ce qu'on a eu des chantiers comme ça, 150, 200 mètres carrés, bon manuellement, c'est très long. Donc voilà, c'est vrai que je pense que c'est intéressant. Moi, je pense aller, j'ai commencé à louer une machine pour faire un chantier qui était en chaud-chanvre, là. Et donc voilà, c'est vrai que je me dis que pour les gros chantiers, c'est quand même intéressant. Et après, voilà, l'inconvénient, évidemment, c'est qu'on travaille avec des machines qui consomment de l'essence ou du diesel, mais voilà, donc c'est des conditions de travail qui sont quand même moins agréables aussi. Donc, quelque part, c'est intéressant aussi de garder tous ces savoir-faire manuels et de ne pas aller dans trop de mécanisation non plus, je pense. Voilà, donc j'essaie d'avancer dans un compromis. Milieu, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que toi tu identifies comme des freins à lever pour le développement de cette filière? Tu parles de la mécanisation, qui est donc potentiellement en tout cas un levier à activer.
Moi, ce que je vois et ce qu'on a discuté un petit peu en préambule avant le podcast, c'est la formation. Parce que toi, du coup, tu participes aussi à la formation d'architectes, de professionnels de la construction sur la terre crue. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu avant de revenir sur les autres freins à lever, peut-être sur le développement de la filière? Oui, la formation, je fais ça depuis 3 ans avec une entreprise qui est basée dans la Normandie. Et on fait une formation en visioconférence. Alors, c'est un peu les limites de cette formation, mais bon, ça permet de faire sur 3 sessions. On peut aborder quand même l'ensemble des techniques sur la terre crue. Et généralement, c'est un public d'architectes. Parfois, j'ai des ingénieurs béton aussi qui étaient là. On en est à 5 ou 6 formations qu'on a fait là, avec Abigail. Donc voilà, ça on voit il y a toujours de la demande et voilà, on fait 2 sessions par an et c'est vrai que c'est toujours, voilà, il y a toujours autour de 10 personnes intéressées, donc on voit qu'il y a quand même il y a, qu'il y a quand même de la demande. Mm. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres du coup leviers que toi tu identifies à lever pour accélérer le développement de l'éco-construction, de l'utilisation de la terre crue, de la paille, etc. Bah, c'est vrai qu'il y a des freins psychologiques, hein. C'est comme sur la paille, on en a parlé, mais sur la terre crue, c'est pareil. La terre crue, c'est dans les mentalités, c'est le matériau du pauvre. Donc là, il y a vraiment, je pense, un travail à faire là-dessus et de montrer aux gens que, non, en fait, c'est un matériau qui a beaucoup de qualité. Et voilà, donc ça, c'est vrai que c'est un frein, je pense, qui est important. Et après, évidemment, il y a le problème du coût. Alors, le problème du coût, on vient d'en parler avec la mécanisation. Donc, soit on mécanise, effectivement, on va baisser un peu les coûts, mais c'est pas non plus incroyable. Et après, sinon, c'est d'impliquer les gens, de faire plus d'autoconstruction, enfin de participation du client au chantier. Parce que ça, c'est vrai que c'est un levier, je pense, qui est important et que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne sont pas capables de participer au chantier parce que ça va être trop dur, c'est physique, machin. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en seraient capables. Voilà. Donc, il y a peut-être des freins à lever là-dessus. Alors, c'est pas tout le monde non plus, hein. Il y a effectivement une partie de la population qui aura beaucoup de difficultés, mais je pense il y a toute une partie qui pourrait le faire et qui pense qu'il n'en est pas capable, mais en fait qui pourrait tout à fait le faire, quoi. Il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec toi qui fait un peu écho à ce qu'on vient de dire sur les freins sociaux, qui est celui de la réglementation. C'est un sujet qu'on a eu presque le temps d'aborder lorsqu'on a fait la vidéo sur la maison neuve en ossature bois paille, avec enduit-terre intérieur, dans le nord du département. Et en fait, on a tendance à se dire, voilà, quand il faut qu'on construise une maison ou qu'on rénove, on va avoir du mal à respecter les réglementations, la RE 2020 notamment, quand on parle de construction, avec des matériaux biosourcés ou géosourcés, parce qu'on se dit, en fait, non, clairement, c'est les matériaux du pauvre, donc moi, il me faut un truc nickel, on va mettre de la laine de je ne sais pas quoi d'ailleurs. Or, c'est pas le cas. En fait, c'est loin d'être antinomique, le fait d'utiliser des matériaux biosourcés et d'avoir des hautes performances énergétiques. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, parce que tu dois bien t'y connaître vu que tu fais de la construction neuve sur la réglementation. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on fait à peu près un projet par an en neuf là. Donc oui, la RE 2020, la construction en paille respecte complètement les exigences en fait thermiques de la RE 2020. Donc c'est vrai que c'est des murs qui ont une résistance thermique qui est supérieure aux exigences de base. Donc non, là-dessus, c'est vrai qu'on a aucun souci. On est même souvent beaucoup plus performant parce qu'avec l'enduit-terre qu'on rapporte à l'intérieur, on a un confort d'été qui est bien supérieur à des isolants classiques. Donc c'est vrai que le complexe paille plus terre à l'intérieur donne un résultat qui est très performant, surtout par rapport au confort d'été, par rapport aux autres techniques, quoi. Donc c'est vrai que ça, au niveau réglementation, en tout cas, on n'est pas trop embêté là-dessus. Nicolas, merci de t'être livré. On arrive à la fin du podcast. C'était chouette de te revoir et de parler de tous ces sujets autour de cette petite émission. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer avant qu'on clôture, des initiatives qui t'ont marqué, des bouquins, des rencontres particulières que tu aimerais, qui mériteraient en tout cas d'être partagées à ton avis?
Non, moi, le message que je voudrais faire passer, je pense que c'est ça, c'est des gens qui veulent faire un projet et donc qui se mettent des freins en disant mince, ça va coûter trop cher de le faire en pas, etc. Allez faire des chantiers participatifs, voilà, et ayez confiance en vous sur votre capacité à réaliser du chantier de manière encadrée. Alors, effectivement, je ne peux que conseiller de se faire encadrer par un artisan, évidemment, mais en tout cas, le fait de participer au chantier, c'est voilà, c'est quelque chose qui est possible pour la plupart des gens et qui reste une belle aventure humaine, et voilà, qui permet de faire des projets du coup avec des matériaux qui sont quand même bah, très intéressants. Merci Nicolas. Merci à toi, Aurélien. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a inspiré, que t'as appris plein de choses. Si t'as aimé l'épisode, tu vas adorer le reste. Côté, c'est aussi plein de vidéos sur Insta, YouTube, LinkedIn. Donc si tu veux t'en mettre plein les mirettes, on se donne rendez-vous sur les réseaux. Et s'il y a des sujets, des techniques, des matériaux que tu voudrais que j'aborde, n'hésite pas à me le faire savoir sur le réseau social de ton choix. On se retrouve tantôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et bon chantier.